Un policier a été abattu ce jeudi à Carrefour, plus précisément dans le quartier de Lamentin. Basile Jean Rigal, un agent de la 17e promotion, était affecté au sous-commissariat de Martissan, selon les autorités policières. L'agent de la PNH a été assassiné par les bandits alors qu'il sortait de son domicile. Aucun indice n'a encore été trouvé par la police et l'assassinat de Basile Jean Rigal porte à 14 le nombre d'agents de l'institution policière tués depuis le début de l'année. Haïti est mieux préparé à faire face à un séisme 2 ans après la catastrophe et c'est l'analyse du professeur Éric Calais qui estime toutefois que beaucoup reste à faire si l'on veut vraiment limiter les dégâts au cas où le pays devrait subir un nouveau tremblement de terre. Le conseiller scientifique du PNUD a fait cette déclaration ce jeudi lors d'une cérémonie organisée par le Bureau des mines et de l'énergie pour saluer son départ. Éric Calais, qui a fait un bilan positif de son travail en Haïti, promet de continuer à aider le peuple haïtien à travers ses travaux de recherche. Il fait partie des personnalités les plus médiatisées au lendemain du 12 janvier. Il est celui qui a découvert que la catastrophe n'était pas due à la faille Henri Quillot, mais plutôt à celle de Léogane. Éric Calais quitte Haïti après 2 ans de collaboration avec les responsables du Bureau des mines. Avec beaucoup de modestie, le professeur de l'université Purdue présente un bilan positif de son passage en Haïti. On a réussi à mettre en place et à faire financer, d'ailleurs en grande partie par le budget national, ce projet de microzonage sismique national pour toutes les grandes villes du pays. Ça, c'est une satisfaction. On a mis en place une feuille de route destinée au gouvernement pour la réduction du risque sismique, un petit peu une recette de cuisine si vous voulez. Si on veut réduire le risque sismique en Haïti, quels sont les différents secteurs, comment faire, où intervenir. Donc ça, c'est un document qui existe, un document cadre en fait. Du chemin a été fait depuis la date fatidique du 12 janvier, estime Éric Calais. L'envoyé du PNUD rappelle le travail de zonage qui s'effectue actuellement dans l'Ouest et le Grand Nord, parle des étudiants qui ont reçu une formation en sismologie, des études qui ont été menées, bref, Haïti est mieux préparé à faire face à un tremblement de terre. On commence maintenant dans la construction, dans l'aménagement du territoire, à prendre en compte des mesures qui tiennent compte de la menace sismique. Donc vous avez entendu que j'ai employé beaucoup le mot « commencer ». Il faut souvent un tremblement de terre, et ce n'est pas spécifique à Haïti, ou une catastrophe pour commencer à s'engager sur ce genre de chemin qui va permettre à terme vraiment de faire des progrès majeurs. 2 ans, c'est très peu. 2 ans, c'est très peu. Et il faut mettre les bouchées doubles à l'avenir. La menace sismique est constante en Haïti. Mais Éric Calais affirme qu'aucun résultat d'étude ne doit être la cause d'une inquiétude exagérée ou créer la panique. Le sismologue exhorte les médias à traiter ces informations avec beaucoup plus de retenue. Le géologue Claude Prepti abonde dans le même sens, faisant référence à un vent de panique qui a lieu au Cap il y a quelques jours. Ce n'est pas une nouvelle découverte. Il fait trouver un bagage chaud, instrument décelé que pral un tremblement de terre imminent. Ce n'est pas ça du tout. C'est tout simplement pour dire que l'activité plaque là, donc il continue à faire. Il est capable de gros tremblement de terre. Il faut que les autorités approprient l'information scientifique pour qu'ils arrivent justement à limiter les dégâts lorsque ces grands séismes se produisent. Le Français Éric Calais avait publié en 2005 un rapport dans lequel il alertait les autorités sur le fait que la faille Henri Quillot était susceptible de produire un séisme de magnitude 7 dans les 10 années à suivre. On retiendra que cette faille est encore en activité et qu'elle n'a pas libéré d'énergie depuis 1770. L'exploitation des carrières de sable du pays vont être régularisées. C'est ce qu'a annoncé le directeur du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur Ludner Remaret, fraîchement nommé à la tête de cette institution. Il a dressé un bilan positif de son travail 1 mois après sa prise de fonction. Message là, c'est à tout le monde qui a exploité les carrières de montagne, à tout le monde qui a exploité les sédiments de rivière, à toute firme internationale qui rentre dans le pays et qui a travaillé pour l'État haïtien, qui a fait route, qui a fait construction bâtiment et qui a besoin des bancs d'emprunt côté que yo prend yo dans lit de rivière yo. Nous disons que la loi fait obligation à tout le monde ça yo pour que les besoin type de matériaux ça yo, que soit dans lit rivière yo, que soit dans montagne qui gagne carrière yo, eh bien que yo vienne dans le bureau des mines pour yo venir demander un permis
le permis d'exploitation. C'est la loi qui fait obligation à ça. Donc, nous gagnons moniteur 1976 pour nous consulter. Et c'était mars 1976. Moniteur ça, il fait obligation à ce que tout le monde ça fait pour demander un permis. Le que pas mandé nous dit que moun sa yo enfreint la loi. Et le que ou enfreint la loi, la justice a sévi contre nous. Nous voulons que collaborer à tout le monde parce que c'est investisseurs nous pas là pour nous repousser personne mais nous demander pour respecter loi pays. Nous avons volonté pour nous faire des choses de manière correcte. Jean que président Antoni et Jean que premier ministre nous nos feuilles de route. Nous avons deux objectifs ici. C'est que, premier objectif là, nous voulons mettre l'ordre. Parce que nous avons des ordres qui fait dans le secteur carrière, là, dans le secteur mine, dans le secteur énergie. Ensuite, deuxième objectif là, nous voulons protéger les intérêts de l'État. C'est feuille de route ça que nous avons. Protéger les intérêts de l'État et réguler le secteur là. La justice haïtienne n'a retenu aucune charge contre l'ancien maire de Port-au-Prince dans le cadre de l'enquête menée sur l'incendie du marché de Guérit survenu le 18 juin dernier. C'est ce qu'a annoncé son avocat Newton Saint-Just qui a fait remarquer que M. Jean-Yves Jason reste toujours à la disposition de la justice. Nous-mêmes, on n'a pas parlé pour magistrat Jason, on n'a pas parlé pour lui, on n'a pas parlé pour tout. Aucun monde pas de faire objet de mandat d'amener, ce n'est pas un flagrant délit. Donc, ça permet nous questionner la justice, questionner l'autorité, nous-mêmes comme citoyens, une responsabilité par nous pour nous prendre. Parce que nous, pas dans la dictature, nous disons nous avons un code pénal, nous avons un code de décision criminelle, nous avons une constitution, nous avons une convention que nous ratifions. Donc, si gagner pour une raison, pour l'autre monde choisi pour le violer, ce n'est pas la loi pas la violer, c'est la loi pas nous. Ce n'est pas droit Jason qui viole seulement, c'est droit pas, c'est droit pas nous toutes. Donc, nous autres, nous pas arrêter seulement la violation parce que nous avons toujours dénoncé. Nous arrêtons mordicus que n'est pas normal, n'est pas légal pour mettre un mandat d'amener contre le monde, ce n'est pas un flagrant délit. Mais au-delà de ça, ça que nous sommes capables de comprendre dans la rue, c'est pas ça. Incendie marché du pouvoir, la justice a besoin de Marie-Thérèse Jason pour comprendre qui la sécurité marché a fonctionné pendant le temps là et comment il fonctionne pour nous là. C'est uniquement ça. Et bien nous autres, nous prêts pour nous bailler les manques possibles, mais déjà, n'a pas des pistes côté là, t'as une sécurité dans le marché, qui est responsable de sécurité, garde administrateur dans le marché, nous pensons information tout le monde, même on sait agent de sécurité qui a travaillé le soir qui nous a baillé des informations parce que est-ce qu'on connaît qui ça marche nous le soir, c'est pas repère de bandits oui dans zone côté oui, est-ce qu'on connaît ça passe effectivement dans le marché, est-ce qu'on connaît qui a un jeu économique qui autour du marché, monde qui besoin de contrôler pour faire l'argent. Donc c'est un gros débat, nous prêts pour nous faire débat avec la justice avec moyens théoriques que nous gagnons, moyens pratiques, empiriques à partir de l'expérience que nous gagnons, mais là encore, c'est pas problème dans ça, c'est plus un problème de sécurité publique. Nous avons souhaité que l'autorité ait adressé de manière scientifique. Les responsables du ministère de la Santé publique ont commémoré ce jeudi la journée nationale contre la malaria et à cette occasion, la coordination des programmes nationaux de malaria et de filariose lymphatique ont organisé tout un ensemble d'activités. Cette journée nationale de la malaria était l'occasion pour les responsables du ministère de la Santé publique de réaffirmer leur volonté d'éradiquer la maladie d'ici 2020. Mais pour y parvenir, des actions constantes doivent être menées, selon le docteur Florence Duperval-Guillaume. Et ces actions, elles ne sont pas innovatrices, elles ne sont pas différentes puisque nous les avons faites par le passé. Ces actions, il s'agit de reprendre la première démarche d'éducation. Au niveau des écoles, le petit livre d'hygiène qui a disparu et qui parlait de la malaria. Donc il s'agit de remettre ce petit livre d'hygiène pour que les enfants aussi puissent éduquer leurs parents qui n'ont pas eu la chance de bénéficier des bonnes techniques de ce petit livre d'hygiène. Nous devrions reprendre aussi la mobilisation communautaire en éduquant les communautés. Nous devrions, et nous allons le faire, réouvrir l'école des officiers sanitaires, en commençant parce que le temps presse par les travailleurs sanitaires.
Seuls Haïti et la République dominicaine, qui se partagent l'île d'Hispaniola, sont encore confrontés à cette maladie. Une situation que déplorent les responsables du ministère de la Santé publique qui appellent à une prise de conscience. Rappelons que cette journée nationale de la malaria s'est déroulée autour du thème « Men en men ap continue faire combat pour ne pas malaria ». L'aire du Champ de Mars est presque vidée de tous ses occupants à un mois du Carnaval des Fleurs. Les travaux de rénovation de cet espace avancent à grands pas, ce qui fait le bonheur de certains résidents de la capitale. Jacques Bourdeau s'y est rendu. Suivez son reportage. Après le 12 janvier 2010, l'aire du Champ de Mars était bondée de gens sous des tentes, avec de l'insalubrité comme décor. Aujourd'hui, cette image tend à disparaître. L'espace commence à reprendre son visage d'antan. Ses occupants ont vidé les lieux ou presque. La grande majorité des tentes ont disparu, les restaurateurs ambulants ont été également évacués. Maintenant, les Port-au-Prinçiens reprennent peu à peu leurs vieilles habitudes. Content en pile parce que place a tourné, parce que mon était privé de liberté, yo couleur vini, yo chita, yo prend petit vent, yo à l'aise. Étudiants et écoliers se réjouissent également que le Champ de Mars soit à nouveau libre. Seulement venir pour me caser bête pour m'étudier, moi côté CGA, l'autre structure parce que Jean là et avec mon escapé 12 janvier les vient améliorer. J'aime dès qu'on passe là à cause de mauvaises odeurs, m'bat cap passer là chita, dès qu'on a sauté l'école c'est en couille. Kounya, même chita, m'a bay blague, m'a conduit, toute bagarre, etc. Toutefois, beaucoup reste à faire, déplorent les Port-au-Prinçiens. Ils souhaitent qu'avant le Carnaval des Fleurs, le Champ de Mars soit complètement rénové, électrifié et que l'espace soit regazonné.